Bonjour. L'homme que nous rencontrons aujourd'hui, vous ne le connaissez sans doute pas. C'est pourtant un des écrivains les plus intéressants de l'époque. Il aborde avec talent et beaucoup d'imagination la SF, la fantaisie, la politique, le roman. Et il a écrit un livre important, Utopia, chez l'éditeur Argyll et maintenant chez J'ai lu. Dans une époque rendue toxique par le désastre écologique, par les mensonges de Trump, par la montée de l'extrême droite, par le retour du fascisme, il imagine une autre époque, un autre monde, où l'écologie irait beaucoup mieux, où les rapports entre les êtres seraient bienveillants, où l'exploitation aurait disparu, où régnerait une certaine forme d'abondance. Ce monde, c'est le monde d'après qu'on essaye d'explorer ici, sur cette chaîne de reporters. Et cet homme, que vous ne connaissez pas encore, c'est Camille Le Boulanger. Camille, bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite, on rentre dans ce monde d'après, dans Utopia. Essaye de nous dire ce que tu as voulu décrire dans ce futur, dans cet avenir. Comment ça se passe ? Donc du coup, Utopia, c'est un roman de SF qui s'inscrit dans la tradition de l'utopie. Donc l'utopie, pour le dire rapidement, c'est le fait d'imaginer que la société pourrait être meilleure. Donc dans ce roman, on suit la vie d'un personnage qui est le narrateur, qui s'appelle Umo. C'est donc son autobiographie. Et ce personnage grandit et vit dans une société qui diffère de la nôtre en deux points. La première étant l'abolition de la propriété privée, lucrative, c'est important, et l'autre étant le salaire à vie, le salaire à la qualification personnelle, tel que décrit et élaboré dans les travaux de Bernard Friot et de l'association Réseau Salariat. Alors le personnage qui s'appelle Umo, on le suit de sa jeunesse à sa vieillesse, et dans sa jeunesse, par exemple, il vit dans un village, et il passe, comme tous les enfants de ce livre, de ce monde, quelques mois, un an peut-être, avec ses parents, biologiques ou pas, on ne sait pas. Et puis l'année suivante, il va dans une autre famille, etc. Décris-nous un peu comment ça se passe, la communauté, les enfants, la famille, l'éducation. Alors c'est marrant, cette histoire de la parentalité, parce que c'est un des points qui a suscité beaucoup de réactions chez les lecteurs et lectrices du livre, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, ça paraissait une évidence et un peu même un lieu commun dans ce genre de littérature. On trouve ça chez Ursula K. Le Guin dans Les Dépossédés, par exemple. Le fait que les enfants soient élevés par tous les adultes, en fait. Que les enfants soient la responsabilité des adultes, de tous les adultes, et non seulement de leurs géniteurs, génitrices. En fait, ça part logiquement de l'idée de l'abolition de la propriété privée lucrative, puisque la famille nucléaire, telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est une réalité historique, qui vient de, grosso modo, la société bourgeoise telle qu'elle s'institue au XIXe siècle. Si on a des noms de famille, c'est pour perpétuer la propriété. Et du coup, je me suis dit, si la propriété lucrative n'a pas nécessité à se perpétuer, du coup, forcément, on va fonctionner autrement. Et donc, il y a un proverbe qui est repris dans le bouquin qui est « il faut un village pour élever un enfant ». Et donc, du coup, effectivement, les enfants, passé un certain âge, passer la toute petite enfance, en fait, finissent par devenir la responsabilité de tous les enfants et ne sont pas nécessairement, ont plutôt tendance à vivre vivre auprès d'autres adultes. Mais c'est marrant parce que, du coup, je lisais très récemment le bouquin d'Emmanuel Decazes qui s'appelle « Voyage en misarchie ». Donc c'est aux éditions du Détour, si je dis pas de bêtises, qui raconte, encore une fois, c'est aussi un récit utopique, etc. Et il y a encore une fois un peu la même idée, qui est qu'ils appellent ça les rotations infantiles, où les enfants sont encouragés à aller vivre dans d'autres foyers au fur et à mesure. Voilà. Donc ce monde d'après, déjà, c'est plus la famille telle que on s'est habitué à la connaître. Elle nous paraît naturelle, mais en fait, c'est une forme historique et même civilisationnelle très particulière. Et au passage, il n'y a plus d'héritage, si je comprends bien. Bien sûr, puisqu'il n'y a plus de propriété privée. On possède pas sa maison, par exemple, dans le village. Est-ce qu'ils possèdent leur maison ? Est-ce que Tom et Sylvia, qui accueillent les enfants Humo et je sais pas qui, ils ont leur propre maison ? Comment ça peut se passer ? En fait, c'est toute la différence entre propriété privée patrimoniale, lucrative, et la propriété d'usage. Je vais le prendre dans le sens du plus général au particulier, mais la propriété patrimoniale, c'est le fait que une personne ou un collectif de personnes ou une institution ait, on va dire, la propriété, la responsabilité sur le temps long
d'un endroit, de moyens de production, etc. La propriété lucrative, c'est l'idée que, en plus de cette question de patrimoine ou de matrimoine, selon le terme qu'on veut utiliser, bon, en l'occurrence dans le capitalisme, dans le patriarcat dans lequel nous vivons, c'est plutôt souvent du patrimoine. Bref, mais du coup, c'est l'idée que grâce à cette propriété, on va extraire une plus-value en lexique marxiste pour profiter de ça. Typiquement, le marché locatif, on est propriétaire lucratif d'un appartement qu'on loue, ça veut dire que en louant, en vendant l'usage de ce logement à quelqu'un d'autre que nous, on va en tirer une plus-value financière. Donc, dans Utopia, la société telle qu'elle se construit là a aboli ça, et donc reste la propriété d'usage. La propriété d'usage, c'est, comme son nom l'indique, l'idée que, en fait, quand un lieu, un bien, un service, tant qu'on l'utilise, il nous appartient puisque on l'utilise. Il ne s'agit pas de dire on va abolir la propriété. Moi, je prends toujours l'exemple des sous-vêtements. Des soulèvements Des sous-vêtements. C'est-à-dire C'est-à-dire, vous savez, il y a cet argument, il y a cet argument un peu de mauvaise foi qui est de dire, bah oui, mais si on abolit la propriété privée, les gens, ils vont venir te voler ton slip, quoi. Tu vas te retrouver à poil. Je fais non, bien sûr que non, je vais pas venir te voler ton slip puisque c'est le tien, tu l'utilises. Tu en as l'usage. Si j'ai mon propre slip, j'ai pas besoin d'aller te voler ton propre slip. Et donc, du coup, il y a cette idée-là de dire, en fait, que la propriété d'usage permet aussi d'abolir ces conflictualités-là. Entendu que, pour aller un peu vite, la propriété d'usage permet aussi de libérer le travail et de donner le pouvoir aux gens sur le travail, puisque par exemple... Vas-y, on n'est pas pressé en fait, si il n'y a pas besoin d'aller vite, allons sur le travail. Je vais prendre un exemple très contemporain, on est quoi, le 15 décembre. Là, il y a l'entreprise Brandt qui a été mise en liquidation par le tribunal de commerce, donc les fabricants de machines d'électroménager, voilà. Et avec 700 emplois au passage qui sont bazardés. Voilà. Le tribunal de commerce a rejeté la proposition de reprise des salariés. Si on respectait la propriété d'usage, on se dirait ce collectif de travailleurs et de travailleuses qui savent produire de l'électroménager, etc., vont récupérer la propriété de leur outil de production, à savoir l'atelier, les machines, etc., que sais-je, les ordinateurs, les fichiers de comptabilité, etc., tout ce qui sert à fabriquer de l'électroménager, ce serait leur propriété d'usage, puisque c'est le travail qu'ils font. On peut imaginer que le collectif qui se montrait autour de cette fabrique d'électroménager acquérait la propriété patrimoniale de l'outil de production, mais chaque personne, en tant qu'elle fait partie de son collectif de travail, en fait, aurait la propriété d'usage du moyen de production. Et ce qui permet de décider ce qu'on fait, en fait. Tant que c'est une entreprise, alors je ne sais pas quelle est l'entreprise quel fonds de pension, etc., qui contrôle Brandt, peu importe. Tant que la propriété patrimoniale et lucrative est dans les mains de groupes capitalistes, en fait, on ne peut pas décider de ce qu'on a envie de faire. On va fabriquer les machines à laver de Marc Brandt telles qu'on a envie de les décider. Donc, tel que le capitalisme a envie de nous les faire fabriquer. Il veut nous les faire fabriquer pour gagner de l'argent toujours. Alors pour valoriser la propriété lucrative. Ouais. Et donc, au passage, c'est un monde... Alors déjà, on avance, il n'y a pas la famille au sens traditionnel, mais ça ne veut pas dire que les adultes ne s'occupent pas des enfants, et ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'amour. Il n'y a pas d'héritage. Il y a de la propriété, mais ce n'est pas une propriété à but lucratif, donc c'est une propriété d'usage. On possède ce dont on a besoin. Et puis, il y a un rapport au travail différent, parce qu'en fait, les travailleurs sont décideurs de leur outil de travail collectif. Puisqu'on a aboli la propriété lucrative des moyens de production, en fait, les travailleurs peuvent s'organiser. Alors, ça ne se fait pas tout seul, ça nécessite du temps, ça nécessite justement du travail de délibération, de coopération, etc., pour choisir ce qu'on a envie de faire, les fins, comment, les moyens, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, je dois à la fréquentation des travaux de Bernard Friot. Et en fait, du coup, ce primat de la propriété d'usage ne peut pas fonctionner si on ne prend pas l'autre partie du truc qui est le salaire à vie. Le salaire à vie, c'est l'idée de décorréler, de séparer, en gros, la rémunération du poste occupé, de l'emploi. C'est un peu compliqué, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est très très simple, c'est de séparer l'emploi du travail.
C'est-à-dire qu'on ne va plus être payé seulement si on occupe un poste, etc. Voilà. On est reconnu comme travailleur intrinsèquement, c'est un droit de citoyenneté, et qui va nous permettre de librement nous organiser à l'échelle du collectif de travail. Si on choisit de travailler dans un collectif, moi, je pense qu'on travaille toujours de manière collective, qu'on le veuille, ne serait-ce que dans la division sociale du travail. Et même aussi, parce que pour faire quelque chose, il faut toujours plusieurs choses qui font. Là, par exemple, on travaille d'une certaine manière, et ça n'existerait pas s'il n'y avait pas les camarades qui avaient organisé les lumières, les micros, qui allaient enregistrer derrière. Enfin, on peut prendre n'importe quelle activité, il y a toujours une dimension collective au travail. Et aussi, et ça pour moi c'est un des points importants dans le bouquin, le fait que chaque outil de travail est déjà du travail incorporé en fait. Donc, ça vient de Marx, ce microphone, c'est des gens qui ont, il y a de l'extraction de matières premières, il y a le travail de conception, il y a le travail de fabrication, le travail effectivement d'installation, d'utilisation, toute la post-production de ce fichier vidéo qui va être fait après, etc. Donc en fait, il s'agit déjà aussi donc on sépare le travail de l'emploi et on désindividualise le travail. Ça nous permet d'être en relation. En étant le salaire à vie, donc étant un salaire, alors je crois que les propositions de réseau salariat maintenant, c'est quoi ? C'est à 18 ans, tout le monde a 1800 € et avec 3 échelles de salaire, à la rigueur, pour moi, le montant en tant que tel importe. Bon, revenons à Utopia. Peu à peu, et c'est pas là-dessus que je m'intéresse le plus, permet en fait de nous libérer, puisque ça nous enlève la pression de devoir vendre notre force de travail, puisque là, sur le capitalisme, la forme de mise au travail, c'est c'est le chantage salarial, le chantage à l'emploi. Donc, le travail, le salaire à vie, la propriété qui est différente. Et par exemple, on va reprendre, parce qu'il y a un personnage, là on parle comme c'était un livre très, très, très sérieux. En fait, non, je rappelle, c'est un roman. Ça se lit très bien. Une fois que vous êtes rentré dedans, il faut 50, 60 pages, mais une fois que vous êtes rentré dedans, vous avez envie de savoir ce qui se passe à Humo, ce qui se passe avec sa copine, toutes les personnes qu'il rencontre. Et par exemple, Humo, il arrive à 20 ans, à peu près, je ne me rappelle plus exactement, et puis il va travailler dans un atelier de menuiserie, ou il va passer une certaine période dans une sorte d'usine ou d'atelier, je ne me rappelle plus. Il va y bosser pendant quelques années dans une autre ville, et puis après il va avoir envie de voyager, et là il va dire à ses camarades, écoute, je pars, là j'ai envie d'aller voyager dans un autre endroit, une autre ville, et il va avoir quand même son revenu, son salaire, je ne sais plus quel est le terme. Le salaire, ouais. Alors, on gagne quand même plus quand on bosse dans l'atelier ou la menuiserie, me semble-t-il. Non, on gagne pareil qu'on bosse ou pas. Voilà, explique-nous. Est-ce que, par exemple, il y a des échelles de salaire ? Oui, alors il y aurait, dans cette proposition-là, dans ce roman, il y a une structure d'échelle de qualification, d'échelle de salaire, où on peut passer de ce qu'on va appeler des grades, quoi, en gros, pour dire, en justifiant, en faisant reconnaître socialement une qualification, en fait, on peut monter en salaire, etc. En fait, ça me revient à ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport, c'est une question proprement littéraire, pour le coup. En fait, cette question de séparer le salaire de l'emploi et en fait de décorréler la subsistance du chantage à l'emploi, ça me permettait de me poser une question littéraire qui était de dire c'est quoi raconter une histoire où en fait on enlève le moteur narratif le plus courant dans le roman, à savoir, je cite Marx encore, mais l'aiguillon de la fin. De la fin, F-A-I-M, j'ai faim. Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte quand, en fait, une grande partie de notre énergie et de nos forces ne sont pas détournées vers la question de survivre, quoi. De savoir comment on va payer les factures, comment on va envoyer les enfants à l'école, etc. Ce qui est quand même, un des grands piliers de la société capitaliste, quoi. C'est-à-dire de tenir tout le monde sous cette pression qui dépolitise complètement le reste. Ce sentiment que si on n'a pas le salaire, qu'on se bagarre pas pour avoir un peu plus d'argent ou un minimum, on va se trouver en insécurité, soit dans la précarité, soit au chômage, soit exclu du système et réduit à la misère. C'est cette peur qui nous tenaille subrepticement, c'est ça ? Oui, cette précarité, en fait. Il y a ce terme-là qui est utilisé parfois de précariat, quoi, pour remplacer un peu le prolétariat, mais en fait, le précariat et le prolétariat, c'est la même chose, puisque en fait, c'est la structure, c'est la question du travail à la pièce.
et du travail à la tâche qui structure les rapports de travail capitalistes. Et donc du coup, de raconter ça, il fallait raconter ça et trouver une manière littéraire de raconter ce sentiment-là, et effectivement de permettre cette errance au personnage, de permettre aux gens qui sont dans cette société-là, en fait, de faire une chose, de s'arrêter, d'aller faire autre chose, d'errer, d'échouer, de réussir, etc., de recommencer. Moi, il y a c'est un des trucs que je voulais travailler. Il y a quelque chose qui est très inégalement réparti, entre autres, dans la société capitaliste, c'est le droit à l'échec. C'est-à-dire que si tu es un prolo qui travaille chez Brandt, par exemple, à fabriquer des machines à laver, tu n'as pas le droit à l'échec. Une seule mauvaise journée, un seul accident te fout par terre et te conduit, dans le pire des cas, au suicide. Par contre, si tu t'appelles... je ne vais pas donner de nom parce qu'en fait, on sait très bien, mais si tu es tel cadre de telle société ou si tu fais partie de telle structure gouvernementale, etc., tu peux être nul, rater tout le temps, et en fait, tu te rattraperas toujours. Tu as toujours ce filet de sécurité. La question du salaire à vie, en fait, c'est la question de la sécurité sociale, et donc de l'extension maximale de la sécurité sociale, c'est la question d'enlever cette peur, quoi, cette hantise. Mais vraiment, c'est un truc qui nous hante, quoi. Et si je me casse la jambe demain, qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas aller au boulot. Parce qu'en fait, il y a déjà des éléments de ce salaire à vie qui est là, qui existe. Tout ce que tu racontes, c'est pas non plus l'utopie totale au sens, ça serait totalement délirant et on irait sur Mars. C'est que quand on parle de l'allocation chômage, c'est une forme de salaire à vie. Quand on parle de la sécurité sociale dans un arrêt de travail, c'est aussi une forme de salaire à vie. Quand on parle des retraites, c'est aussi une forme de salaire à vie. Donc, ces éléments, ils sont déjà là. Et la proposition de Bernard Friot, l'économiste, ou celle que tu mets en scène dans ton livre, c'est de dire, ces conquêtes, ces gains qui permettent aux gens d'échapper à la précarité, eh bien, on les tend à toute la vie et ça permet de configurer une société différente. Oui, en fait, c'est l'extension maximale de la sécurité sociale à tous les domaines de la vie. Alors, il se trouve que, en fait, la SF, parce qu'on parle de SF ici, on a tendance à se dire, oui, la SF parle du futur, etc. Mais en fait, c'est un peu une banalité que de dire que la SF ne parle pas du futur, la SF ne parle que du présent. Et en fait, c'est là où ça m'intéressait et ça m'intéresse toujours d'écrire de la SF à partir de la sécurité sociale, à partir du régime général et du salaire à vie, puisque ce sont des choses qui existent déjà. On va prendre une construction sociale, qui pour le coup n'est pas technologique, il ne s'agit pas d'une fusée, il s'agit d'une manière de gestion de la vie collective et de la vie sociale, et l'étendre au maximum et pousser l'expérience pour voir où ça va. Et pour moi, c'est presque, voilà, j'appelle ça, c'est un peu en rigolant, mais c'est de la science sociale fiction, quoi. Et ça y est, t'as inventé un nouveau genre. Non, pas du tout. Pourquoi pas. Allez, faisons-nous plaisir. Non, mais voilà, je suis pas le premier à parler de ça, mais il y a ce truc-là de se dire, en fait, bon, c'est le terme de Friot, encore une fois, mais il parle de déjà là, effectivement, le salaire à vie, ça existe déjà. Le fait de la carte vitale, par exemple, c'est un outil de science-fiction formidable, quoi. Le salaire, le statut des fonctionnaires, des professeurs, ça existe déjà. Et en fait... ça y est, je vais balancer le gros mot de communisme. Mais vas-y. C'est la question du déjà la communisme. C'est la question de, en fait, comment on organise la société et quels sont les éléments qui existent déjà dans notre société. Et c'est là où je fais le lien, moi, entre le communisme et la science-fiction. C'est que de la même manière que la science-fiction n'imagine pas à partir de rien, en fait, on n'est pas obligé d'imaginer à partir de rien, puisqu'il y a déjà du communisme dans notre société, qui sont des conquêtes sociales, notamment le régime général de la sécurité sociale, l'allocation chômage, etc. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a été assez abandonné par les partis de gauche en France depuis un long moment, même s'il y a des choses qui se reconfigurent maintenant, on en reparle et on retravaille là-dessus, mais du coup, de se dire, on a des trucs qui existent déjà, proposons de voir comment ça pourrait marcher. Et moi, je fais le parti pris de dire que ça pourrait être mieux si on étendait ça. Mais en fait, c'est le même geste, quelque part, que faisaient, j'en sais rien, les gens qui écrivaient du merveilleux scientifique au 19e siècle. Tu prends quelqu'un comme Jules Verne. Il se dit, on a la machine à vapeur, c'est super, on va pouvoir aller très vite, imaginer que la société serait mieux, du coup, par le biais de la technologie, grâce à une innovation scientifique, etc. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est avec la sécurité sociale et le salaire à vie, quoi. En fait, il y a plein d'éléments du monde d'après qui sont déjà là. On n'a pas à tout inventer.
Non, mais on n'a jamais à tout inventer. C'est là où il s'agit de penser de manière historique, et c'est là que je trouve que la SF, c'est un genre historique. En fait, on s'inscrit toujours dans une trajectoire historique et on part jamais de rien. Reporter, le quotidien de l'écologie. Camille Le Boulanger, le communisme n'est pas un gros mot. Et si le communisme était une bonne idée ? Moi, je pense que le communisme, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'autant plus qu'on a déjà vu que ça marche. Alors, tout de suite, soyons clairs. Staline, Lénine, c'est le communisme ou pas ? Bon, Lénine, on pourrait en parler jusqu'à un certain point. Je ne suis pas spécialiste de la révolution russe, mais effectivement, pour moi, l'URSS n'est pas un régime communiste. Donc, quand tu parles de communisme, c'est quoi ? Quand je parle d'un régime communiste, je parle d'une organisation sociale dans laquelle les moyens de production et de production et de reproduction, au sens du travail reproductif, ne sont pas sous le coup de la propriété lucrative, et où les travailleuses, les travailleurs, les gens, les citoyens, on appelle le mot qu'on veut, en fait, sont libres de décider et de délibérer, librement et de manière égalitaire, et démocratique, des fins et des moyens de leur travail. Entendu que, quand je dis travail, je ne parle pas d'emploi, je ne parle pas de « je vais au travail », je parle du travail en tant que concept, au sens où il s'agit de l'ensemble des activités, qu'elles soient manuelles, intellectuelles, etc., qui permettent à l'être humain de produire et reproduire ses conditions d'existence. Mmh. Et donc, du coup, le communisme, c'est une organisation sociale dans laquelle, en fait, on n'est plus sous le diktat du capitalisme, en fait. Et on n'est plus sous le diktat de la propriété privée, on y revient. Parce que moi, quand j'entends communisme, là, par tes mots, et par ceux, je crois, de Bernard Friot aussi, ça me fait tout de suite penser au bien commun, à l'idée du bien commun qui a été beaucoup développée depuis une dizaine d'années, sur lequel travaillent notamment Pierre Dardot et Christian Laval et beaucoup d'autres, et qui dit, en fait, des biens sont mieux gérés quand c'est par la communauté, par la collectivité, qui n'appartiennent pas... Ils ne sont pas appropriés, mais qui sont une propriété commune et on décide ensemble de comment on va les utiliser. C'est un petit peu la même chose, non ? Bien sûr. En fait, on pourrait faire plein d'exemples. Je vais prendre un exemple très actuel. J'ai pris train pour venir. J'ai donc pris un TGV Ouigo SNCF Voyageurs. Donc déjà, on a une production de transport qui est extrêmement marchandisée, sous le coup d'une marque. C'est pour ça que maintenant, tous les trains régionaux ont ils ont des noms. Alors, dans la région Pays de la Loire, c'est Allez hop. Et ce genre de trains régionaux, un peu de noms, de marques un peu débiles. Du coup, on arrive à l'aboutissement, finalement, avec l'ouverture à la concurrence de la marchandisation du transport ferroviaire. Sauf qu'en fait, en France, je ne fais pas d'idéalisme, c'était pas parfait du tout. Mais il y avait une gestion collective, et du coup c'était un monopole d'État, c'est pas parfait, mais à l'échelle collective, une gestion à l'échelle collective du transport ferroviaire, qui permettait que ça fonctionne. On avait un service public, on peut parler du mot, on peut parler de la différence entre public et commun aussi, pour moi c'est pas tout à fait la même chose, mais on avait un service public à l'échelle du territoire, il y avait une question d'égalité du territoire qui était extrêmement important, où ça fonctionnait et les trains, grosso modo, roulaient et on pouvait s'en servir. C'est pas un hasard si depuis les années 1980 et donc du coup la libéralisation, l'ouverture au marché et la libéralisation de la capitalisation de la SNCF, le réseau ferroviaire s'est contracté et on a perdu 50% de lignes, je crois, depuis 30 ans. Oui, et puis il y a les trains, les TGV deviennent de plus en plus chers. Il y a plein de lignes, par exemple à Paris, Clermont-Ferrand, Paris, c'est de la folie. Il y a sans arrêt des pannes de 3 heures. Il y a plein de liaisons transversales qui ne sont pas du tout accomplies. Donc oui, tout à fait. Mais parce que le capitalisme et la marchandisation ne sont pas des manières de se concentrer pas sur la valeur d'usage. C'est toute la question... quand on prend un bien, cette table peut avoir une valeur économique, une valeur, un prix, etc. Je ne vais pas rentrer dans la question de l'élaboration des prix, mais elle a une valeur d'usage qui est que elle est solide, on peut poser des verres dessus, on peut accrocher des pieds de micro, c'est super, c'est vachement bien une table. Le problème, c'est que le capitalisme entend
que structure sociale et structure de production, on n'en a strictement rien à fiche de la valeur d'usage. C'est pour ça que une société capitaliste va produire des biens qui se dégradent, va produire des biens jetables, des stylos qui sont pas rechargeables, j'en sais rien, des téléphones des machines à laver, tiens, encore une fois, avec une obsolescence programmée, etc. L'un des intérêts du communisme en tant que structure sociale, tel que je l'envisage dans Utopia, et ça passe par tout un rapport différent aux objets techniques et aux objets, c'est le primat de la valeur d'usage sur la valeur économique. C'est-à-dire qu'il est plus important de bien faire, de faire des objets qui durent, de faire des structures techniques qui sont entretenues, etc. En fait, le capitalisme n'est pas efficace. Ouais, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que j'y pensais tout à l'heure, justement, dans le train. Le capitalisme se vend comme un système de productivité, de croissance, etc. On nous dit qu'il faut faire telle ou telle contre-réforme parce que c'est pour l'efficacité économique, etc. En fait, effectivement, le capitalisme est un système de gabegie, en fait, complet, et avec lesquels on doit négocier là, parce qu'on vit là-dedans, donc il faut bien qu'on s'en sorte. J'ai dû venir à Paris pour cette interview. J'ai pris un TGV Ouigo, ça me ravit pas, hein. Je préférais que ce soit autre chose, mais voilà. Honte à Camille le boulanger. Non, mais en fait, c'est. Mais oui, on est obligé. On est dépendant de tout ce système capitaliste, en fait. On peut pas y échapper en ce moment. En fait, ça s'appelle. Je crois que c'est Geneviève Fraisse, je crois qu'il dit ça, mais je suis pas sûr qu'il parle d'habiter la contradiction. Je trouve que c'est une très belle formule, parce qu'en fait, toute société habite sa propre contradiction. De la même manière que à l'intérieur du capitalisme, les structures de production du capitalisme ont amené à l'élaboration de contre-propositions communistes qui ont pu s'imposer en partie, etc., avec le régime, par exemple avec le régime général de la sécurité sociale, le salaire à vie, etc., et qu'il faut essayer d'étendre. Et il faut essayer de gagner là-dessus. De la même manière, la société que je propose dans Utopia abrite ses propres contradictions. Donc le personnage de Gob dans Utopia, qui est dont c'est, on va dire, le grand amour du personnage, si on veut, qui ces enjeux de personnage, en fait, se politisent et gagnent en généralité à travers le roman pour montrer que toute société, même fût-elle présentée comme utopique, abrite sa propre contradiction. Il y a une contradiction qui est extrêmement importante dans le capitalisme du début du XXIe siècle, c'est la contestation écologique. Parce que, je ne vais pas ici détailler sur la chaîne de Reporters à quel point l'enjeu écologique est grave en ce moment, mais justement, décris-nous un peu le rapport à l'écologie dans Utopia. Comment ça sera dans le monde d'après ou dans ton monde d'après ? Alors, il y a une proposition dans le bouquin et qui est en fait encore une fois contestable, et pour être tout à fait honnête, je sais pas, je l'ai écrit il y a quelques années maintenant, je sais pas si je suis entièrement convaincu moi-même par cette proposition maintenant, mais donc du coup comme quoi on avance tous. Je pars du principe dans ce bouquin que les sociétés humaines ont choisi pour restreindre leur emprise sur la biosphère, d'avoir des espèces de ce qu'on appelle des zones rendues, donc des endroits où les sociétés humaines ne vont pas ou ne vont plus, etc. Ce qui est une idée qui pose plein de questions, et notamment il y a un rapport à la question de la population. Tout de suite, quand on parle de nécessité de contrôler et de réduire la population, il y a le spectre du malthusianisme qui se fait jour, et je suis pas sûr d'avoir une réponse formelle là-dessus. Mais en fait, je pense que quelque part, presque en tant que romancier, je revendique le droit de ne pas avoir des réponses formelles sur tout. Et puis, de toute façon, c'est ce qui rend intéressant le livre, c'est que justement, tout n'est pas fermé comme dans certaines utopies. Il y a plein de disputes, de décalages, de contradictions, voilà. Mais je voulais quand même revenir à l'écologie, parce que d'abord, c'est un monde où il y a beaucoup moins d'habitants, parce qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'on reviendra à ce qui s'est passé avant d'arriver au monde d'après, mais où aussi du fait de l'absence de la propriété, de l'absence de la cupidité, de l'absence du capitalisme, il y a beaucoup moins de destruction, parce que la consommation est beaucoup plus faible et les gens en fait sont plus heureux avec moins de matière. Et même en allant en dehors de ces zones, je ne sais plus comment tu les appelles, les zones rendues. Les zones rendues.
à la nature ou aux autres êtres non humains. Même dans la vie où vivent Humo et Gob et leurs camarades, le rapport à l'écologie est différent. Je ne me rappelle plus très bien, à vrai dire, raconte-moi un petit peu. En fait, au cours de l'écriture du bouquin, j'ai pensé à la question du PIB, donc du produit intérieur brut, ou PNB, produit national brut, qui est l'indicateur de fonctionnement de la société capitaliste dans laquelle on vit. C'est combien est-ce qu'on produit de valeur, etc. Je me suis dit, quel serait donc c'est un indice qui doit croître toujours. Le but, c'est que le PIB soit toujours plus grand. Je me suis dit, quel serait l'équivalent dans cette société-là, puisqu'on n'est pas dans une question de croissance, et c'est même plutôt une société franchement décroissante. Donc du coup, j'ai proposé un truc qui s'appelle le 2IH, donc l'indice d'impact humain, et qui serait, alors c'est le fait de calculs savants à l'intérieur du roman. Il y a des collectifs de travail qui sont consacrés à calculer ce truc-là pour chaque proposition, j'en sais rien, pour une élaboration d'une ouverture d'une nouvelle ligne de train, par exemple. Voilà, il y a cet enjeu-là à un moment. En fait, on va calculer quel serait l'impact humain de cette truc-là, est-ce que ça vaut le coup, etc. Entendu que le but du 2IH est d'être le plus petit et de tendre le plus vers zéro, sachant que c'est pas possible d'être à zéro. Et donc du coup, c'est une manière d'essayer d'élaborer et de quantifier en fait cette question-là. Pour moi, la question écologique, elle est indissociable de la question démocratique et de la question de la propriété. Tant qu'on ne peut pas décider démocratiquement, et par démocratiquement, j'entends réellement démocratiquement, de ce qu'on a envie de faire et de comment est-ce qu'on veut négocier notre rapport à ce qu'on appelle la nature ou à notre environnement ou... Marx parle de métabolisme dans ses derniers textes, moi j'aime assez bien la question de négocier notre métabolisme avec la nature. Et tant qu'on ne peut pas faire ça démocratiquement, on ne peut pas le faire en fait. Encore une fois, on en revient à la question des moyens de production. Tant qu'on ne décide pas ce qu'on veut faire, tant qu'on ne décide pas qu'on veut arrêter de faire ceci, arrêter de faire cela, et tant qu'on n'a pas le pouvoir de le faire en ayant le pouvoir de la décision, en fait on ne peut pas le faire. Et c'est là où, en fait, on est dans une impasse au niveau du changement climatique, etc. On est aux 10 ans des accords de Paris, etc. Et qui sont un pétard mouillé, en fait, de fait. Depuis 10 ans, depuis 10 ans, la situation n'a fait qu'empirer, en fait, structurellement. Et si on regarde les courbes enfin, encore une fois, c'est pas un reporter que je vais appeler ça, et qui sont logarithmiques et qui ne font que, voilà. Mais en fait, ça a trait à la question démocratique. Et le problème, et là, je me rends compte que, en y repensant, le bouquin, la question démocratique est vraiment au cœur du bouquin. C'est-à-dire que les conditions d'un changement de notre rapport à la nature, c'est la démocratie. Les conditions de la démocratie, c'est le pouvoir sur le travail. Et en fait, c'est vraiment cet angle-là, moi, qui me paraît hyper important et qui n'est pas très habité, je trouve, dans les propositions écologiques, etc., qu'on a en France, mais aussi ailleurs. Ça commence à arriver un petit peu chez LFI. Un petit peu. Mais la question que, en fait, c'est de là qu'il faut commencer. C'est de l'activité et de l'organisation sociale du travail très concrète où il faut aller. Tant qu'on peut pas choisir de continuer, si, on va continuer à faire nos machines à laver là, ou pas forcément fabriquer d'autres, mais en réparer l'existant, entretenir, etc., on est fichu. Je discutais, je sais plus avec qui, de l'industrie automobile. L'industrie automobile va se verdir et essayer de nous vendre des SUV électriques plutôt que des SUV machin en disant que c'est super. Alors, on sait très bien que la chose qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est d'arrêter complètement de produire des voitures. Un vrai programme écologique interdit sur le territoire national toute production d'automobiles. Et organise autrement les transports. Et on va dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces emplois, ces pauvres gens qui travaillent dans les usines, machin, qui sont en plus souvent des travailleurs et des travailleuses intérimaires, extrêmement dominés, qui n'ont aucun pouvoir sur l'organisation de leur travail. Ou qui sont chinois dans 3 quarts des cas, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, on socialise les moyens de production,
on prend les gens qui sont en train de faire le travail là, et c'est ceux qui ont envie de venir travailler là, c'est-à-dire on leur dit, vous avez ça, discutons ensemble de comment on peut faire, parce qu'en fait, on a des savoir-faire, on a des gens qui savent fabriquer des voitures. Donc potentiellement, ils savent réparer des voitures existantes. C'est déjà vachement mieux qu'en produire de nouvelles. Et le jour où on n'a plus envie de réparer de voitures et on a envie de complètement se passer de voiture, en fait, on réparera autre chose. L'outil de travail, il existe là encore. Et puis on fait ce qu'on veut. On fabriquera des vélos, des véhicules intermédiaires comme Frédéric Errand nous en avait parlé. Enfin, il y a tout un domaine de créativité de véhicules légers et non motorisés qui est devant nous, quoi. En fait, on parle je vais reboucler sur le futur. La question du futur. Le capitalisme n'a pas de futur. D'une part, il n'a pas de futur parce qu'il nous tue, il nous amène à la mort, voilà, concrètement. Et aussi parce que, idéologiquement, et même dans son rapport à la fiction, il est incapable de proposer autre chose que la reproduction du même. La reproduction de l'identique. On regarde, voilà, on va mettre ça sous... on va cacher ça derrière le voile de l'innovation. C'est une innovation. Maintenant, les SUV ont des batteries au lithium. Quelle innovation, c'est super. Je pense qu'une manière de travailler nos récits, et c'est l'intérêt de l'utopie, c'est de dire, en fait, si, il y a un futur, mais il sera nécessairement différent parce qu'en fait, on a besoin que ce soit différent. C'est une nécessité vitale. Et en fait, il faut apprendre à se dire les choses peuvent être autrement. Et c'est là où l'intérêt de ce que Fredric Jameson il appelle la méthode utopique, quoi. C'est-à-dire il s'agit d'apprendre à penser autrement et apprendre que c'est possible en fait. Mais encore une fois, il faut pouvoir le faire. Il faut avoir les conditions matérielles de le faire. Et ça veut dire que ça pose d'autres questions politiques. Je ne résiste pas à l'envie de citer la phrase de Fredric Jameson. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et là, avec toi, on imagine la fin du capitalisme et surtout la société post-capitaliste. Mais le problème de cette phrase, c'est qu'en fait, on la cite toujours à moitié. En fait, il y a une deuxième partie de cette phrase, c'est dans Seeds of Time, de Jameson, où il dit « Mais cela est peut-être dû à un défaut dans notre imagination ». Et qu'est-ce que c'est que ce défaut dans notre imagination ? En fait, on peut prendre le terme de défaut dans deux sens. Soit c'est un problème. Effectivement, un problème, on n'est pas capable de penser autrement. C'est une qualité négative. Soit c'est quelque chose qui nous manque. Et en fait, ce qui nous manque, à mon avis, c'est le pouvoir de le faire, en fait. On ne peut pas penser quelque chose pour lequel on n'a pas les mots. Et c'est là où on rigole sur la question du mot communisme, pas communisme, voilà, bien commun. Moi, j'aime bien les gens qui parlent de oui, il est commun, etc. Je fais oui, vous pouvez dire communisme en fait. Genre, c'est pas grave, on va pas vous pendre, voilà. Mais du coup, en fait, on a besoin d'avoir ces mots-là. Et on a besoin d'avoir aussi l'idée que, en fait, on peut le faire. Apprendre à penser le futur, ça s'apprend. Moi, je travaille avec des étudiants un peu, ça m'arrive, et des étudiantes en l'occurrence surtout, parce que c'est en lettres, donc souvent, sociologiquement, c'est souvent des étudiantes. En fait, quand on leur dit, oui, on va travailler sur l'utopie, c'est très compliqué de se dire, mais attendez, mais comment ça pourrait être ? Comment ça pourrait être autrement ? Parce qu'en fait, on ne sait pas. On est tamponné depuis le plus jeune âge sur, de toute façon, c'est foutu, et de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Moi, je prends la question de la retraite, par exemple. Moi, j'ai 35 ans, bientôt, maintenant. Depuis que j'ai, 6-7 ans, le bain médiatique, et le bain de discours général m'explique que je n'aurai jamais de retraite. Et le fait est que, en fait, à force de le lire, ça devient vrai. Il y a dans le film, un film qui s'appelle en français « À la poursuite de demain », avec George Clooney, dans lequel on a une société élitaire, utopique, technologique, de scientifiques super forts qui se sont extraits du monde et qui vivent dans une dimension parallèle, bref, peu importe. Et ils se rendent compte que le monde va vers sa destruction, etc. Et ils disent comment on peut faire, parce qu'on n'a pas envie de dévoiler le secret qu'on est là, au reste de la société. Et donc du coup, ce qu'ils trouvent à faire, c'est qu'ils décident d'envoyer des ondes, dans des programmes télévisés, etc. En fait, d'envoyer le signal par les images et donc l'imagination à la Terre que attention, la catastrophe est là, la catastrophe est là. Et en fait, ils se rendent compte que la situation s'améliore pas, qu'au contraire, la catastrophe se rapproche.
qu'est-ce qu'ils comprennent, et c'est le twist du film, en fait, plus on le dit, plus on ne dit que ça, plus on le fait. Alors, il ne s'agit pas d'être dans le volontarisme. C'est la prophétie auto-réalisatrice. Exactement. Il ne s'agit pas d'être dans le volontarisme, dire allez, on peut le faire en se remontant les bras. Mais par contre, il faut arriver à arrêter de penser en capitaliste. Et c'est super dur. Parce qu'en fait, on est grandi là-dedans. Et je donne leçon à personne. Enfin, je suis autant capitaliste que la moyenne des gens qui vivent dans cette société-là. Mais en fait, on a ce travail-là à faire et qui est, pour le coup, une nécessité vitale. Reporter, le quotidien de l'écologie. Camille Le Boulanger, au fait, je rappelle que tu as écrit Utopia, E-U-T-O-P-I-A. Retenez ce mot, je vous promets, vous ne serez pas déçus. C'est votre lecture de l'année 2027 et c'est édité chez Argyll, un éditeur de science-fiction, et vous le trouvez aussi maintenant chez J'ai lu. Donc, Utopia, je vais pas jusqu'à vous dire je vous le rembourse si vous n'êtes pas content, mais voilà, ça va vous faire bouger, comme moi ça m'a fait bouger, et je crois pas mal de gens. Camille Le Boulanger, tu as écrit ce livre et tu nous as dit il faut arrêter de penser en capitalisme, c'est aussi le capitaliste, il n'imagine plus le futur. Le problème, c'est que si Musk, Bezos, enfin tous ces types-là, ils ont lu de la science-fiction, ils veulent aller dans l'espace, et surtout, leur trip à l'heure actuelle, c'est l'intelligence artificielle, la technologie, l'hybridation des humains et des ordinateurs. En gros, si, ils ont une vision du futur. Là, je suis pas d'accord avec toi, quand même. Pour moi, c'est pas une vision du futur. Pour moi, c'est un futur, ou alors c'est un futur du passé, hein, puisque effectivement, cet imaginaire d'Android, de conquête spatiale, de cybernétique, etc., c'est vieux comme, on va être gentil, au moins les années 80, avec le cyberpunk, par exemple. Cybernétique, c'est Norbert Wiener dans les années 50. Voilà, non, je parlais plutôt en SF, voilà. Du cyberpunk, par exemple, etc. La question de ce qu'on appelle abusivement l'IA et tout ça. Encore une fois, ce sont pour moi, je suis pas expert de Musk et de Bezos, c'est pas vraiment des gens qui m'intéressent beaucoup. C'est un imaginaire, pour le coup, un ensemble de figures qui pensent, quoi, qui est déjà daté et qui est anachronique, en fait. C'est pour ça que on peut pas penser le 21e siècle avec le cadre idéologique de la SF des années 50. Ça n'a pas de sens. On peut pas penser le futur de 2025, 2026 avec le cadre, avec la vision idyllique du progrès par la technologie que se donnaient des auteurs de l'âge d'or de la science-fiction dans les années 40-50. Ok, mais il se passe quelque chose avec l'IA quand même, avec l'intelligence artificielle, ou c'est du pipeau ? Je sais pas. Je suis pas assez bon, je l'utilise pas et je l'utiliserai pas. Donc, pour moi, et c'est là où je pense que c'est la continuité stricte du capitalisme tel qu'il s'est structuré au 19e siècle. La seule analogie que j'arrive à faire qui tienne à peu près la route, moi, c'est avec celle de la Mule Jenny, donc la machine à filer à vapeur, en gros, qui s'impose au cours du 19e siècle et la première moitié du 19e siècle. Et qui va lancer l'industrie du textile, qui va lancer la révolution industrielle. La question de la première révolution industrielle, etc. Qui est donc la question du machinisme. C'est la question du remplacement du travail vivant, donc le travail humain, par le travail mort, donc du travail incorporé dans une machine qui est censée faire le travail, etc. à la base. Il y a l'historien François Jarige a très bien montré que ça se fait pas naturellement. Il y a ce titre de ses bouquins, c'est On arrête parfois le progrès, et que du coup l'imposition d'une nouvelle technologie déjà ne supplante pas les précédentes et n'a rien d'inéluctable. En fait, on peut tout à fait choisir, encore une fois, de ne pas utiliser ces choses-là. On n'en a pas nécessairement besoin, ou en tout cas au-delà du fait que c'est un non-sens écologique, puisque moi je compte par provocation chaque utilisation en ChatGPT en hectares de forêt amazonienne qui crament. Mais admettons que ce soit un bon outil, ce qui n'est pas déterminé en soi, mais admettons que ce soit que ça ait une valeur d'usage intéressante.
que ça ait, pour reprendre le truc, un 2IH tendant vers 0. Un impact humain, un indice d'impact humain tendant vers 0. Admettons, là, le problème qu'on a, c'est que son utilisation n'est pas du tout décidée démocratiquement. On nous dit, il y a ça, il faut l'utiliser, c'est le futur, c'est maintenant, etc. À grand renfort de publicité, propagande, sommet Choose France, etc. et autres saletés. Bon, bah, moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Voilà, et je pense que c'est un truc qui quand même infuse un petit peu. Je vois ce qui se passe, c'est pas grand chose, mais ce qui se passe au niveau des systèmes opératoires, des systèmes d'exploitation dans l'informatique. Microsoft a blindé son nouveau Windows 11, je crois, de trucs IA, etc., qui font que ça entraîne en plus une terrible obsolescence au niveau des appareils, etc. Et donc, du coup, il y a un mouvement quand même relativement important à l'échelle de ça, d'utilisateurs qui, en fait, passent sous Linux, par exemple. Par refus, voilà, un système d'exploitation libre, etc., et qui est moins consommateur, etc., etc. Donc, il y a des contestations qui existent de ça. Et encore une fois, admettons que ça puisse valoir le coup, on n'a pas décidé ensemble. Et en fait, encore une fois, la question du capitalisme, c'est la question de la possession des moyens de production, et la possession des moyens la propriété des moyens de production permet de décider où est-ce qu'on oriente la production. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai aucune envie de me laisser décider où va ma production par Elon Musk. Voilà. Et au-delà politiquement, au-delà du fait que on sait pertinemment, je veux dire, tous les scientifiques, tous les ingénieurs, que ça sert à rien. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on fantasme des vaisseaux spatiaux. J'ai grandi avec Star Wars, j'aime beaucoup. Alors, la science-fiction à vaisseaux spatiaux, j'ai tendance à la préférer au cinéma. Je suis très heureux que Avatar 3 sorte. Mais après, si on est réaliste, on va pas aller sur Mars, en fait. Et faisons le deuil de ça et travaillons ici et maintenant, quoi. Est-ce que la société d'Utopia, c'est une société post-capitaliste ? C'est une société communiste. Donc c'est une société non capitaliste, anticapitaliste. Je sais pas, c'est le contraire. En fait, encore une fois, on en revient au mot, quoi. J'emploie le terme post parce que post, ça veut dire, en latin, je crois, après. Donc, oui. Parce que là, pour l'instant, on est dans l'étang. L'étang, non pas là où il y a des grenouilles, mais l'étang Heidegger. J'ai jamais lu Heidegger, mais E-T-A-N-T, en fait, tu vois ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Même moi, parfois, je ne sais pas. Non, blague à part. Dans l'époque actuelle, je veux dire. D'ailleurs, dans l'époque actuelle, tu nous as dit avant la pause, on est imbibé de pensée capitaliste. C'est déjà une des difficultés, c'est de se défaire de ces mécanismes psychologiques, mentaux, intellectuels qu'on nous colle dans la tête depuis de longues années pour certains. Ce que je veux dire par là, j'emploie moi le terme de post et je te le propose parce que il y a un après. Comment ? Et du coup, la question c'est comment on passe de la société actuelle avec les Trump, avec les Bolsonaro, avec les Milley, les Arnaud, les Macron, enfin tous les Le Pen, les Bardella, tous ces gredins et les Netanyahou, les Bezos. Comment est-ce qu'on passe à une société qui approcherait de ce que tu décris dans Utopia, c'est-à-dire la propriété d'usage, pas d'héritage, des enfants élevés en communauté par tous et par toutes, un rapport totalement changé à l'écologie, le salaire à vie, enfin voilà. Comment tu imagines ? Dans le livre, on fait l'ellipse, on passe directement au monde d'Utopia. Mais bon, comment on fait concrètement ? Parce qu'on a envie d'y arriver, enfin je suppose en tout cas de changer de système, mais comment on fait ? Là, c'est un motif des récits utopiques, la question du grand fossé qui nous sépare de l'utopie. Dans l'utopie de Thomas More, c'est littéralement un très grand fossé qui a été creusé et qui a fait que ce qui était un isthme est devenu une île d'utopie. Donc là, voilà, encore une fois, dans les récits de SF utopiques, ça peut être soit un grand fossé géographique, spatial, quoi, sur une autre planète, ou le temps. Si je savais comment on y allait, je pense que je l'écrirais pas, je le ferais. Plusieurs choses, je pense que alors dans l'angle politique, stratégique, je suis assez convaincu que la gauche institutionnelle, on va dire, devrait se réemparer de la question du travail et des valeurs d'usage plus frontalement.
Je pense que on pâtit, à mon avis, je serais assez critique sur les générations qui m'ont précédé, de 40 ans de dépolitisation des cadres et de non-formation des cadres politiques, qui sont absolument nuls en termes politiques, quoi, qui n'ont pas de culture politique, en fait. Je lisais, il y avait un article, je crois que c'était dans Mediapart récemment, sur les bouquins de politique. Et en gros, l'article élaborait le truc que, en fait, les bouquins de politique, je ne vais pas donner de nom parce que voilà, on s'en fiche, mais en fait, passer beaucoup plus de temps à faire du storytelling sur qui sont ces gens et à les mettre en valeur plutôt qu'à faire de l'élaboration programmatique, par exemple, et théorique. Donc je pense que déjà, il y a ça à faire si on veut être sur le plan institutionnel. Il y aurait la question de l'exit, quoi. On va se mettre, j'en sais rien, sur l'Arzac dans notre coin et on va faire nos communautés autogérées. Ça a de la valeur. Le problème, c'est que ça résout pas le problème global et qu'on fait pas. Je suis d'accord avec Lordon et Friot là-dessus, sur le fait qu'on ne fait pas une société globale avec un agglomérat de ZAD, même si je très valable, c'est vachement bien les ZAD et tout ça, c'est pas la question. Pour moi, c'est marrant, ça me fait penser à Avatar 2, que j'ai revu. Avatar, on est revenu au film. Avatar 2. Dans Avatar 2, du coup, donc le héros est poursuivi par les méchants et il décide, pour protéger sa famille, de s'enfuir et de faire un exit, justement, littéralement dans un archipel, quoi, pour prendre une expression qui est familière à cet imaginaire-là, l'imaginaire de l'exit, etc. Sauf qu'à la fin, en fait, les méchants le rattrapent quand même, et en fait, il perd, et en fait, il avait tort. Et c'est un film qui explique qu'en fait, on peut pas faire un exit, c'est pas possible. On peut pas s'en sortir tout seul. On peut pas s'en sortir tout seul, et on a besoin, et surtout, on a besoin de se bagarrer, en fait. Donc, il y a cette bagarre qui est à mener. La question de la violence est extrêmement importante. Vous m'aviez demandé un texte pour Reporter, là, le texte que je vous ai fait, qui parle de la violence. Alors, il parle de brûler des voitures. Est-ce que brûler des voitures, c'est une violence ? Ça se conteste. Je serais pas tout à fait d'accord, mais ce n'est qu'une voiture. L'éthique de l'incendiaire, vous retrouvez sur Reporter. L'éthique de l'incendiaire, c'est un super texte. Ouais. Et du coup, la question de la violence, de l'insurrection, etc., je suis pas quelqu'un qui pratique la violence en soi. Maintenant, ça me questionne parce qu'en fait, en face, ils sont violents. Il suffit d'avoir été dans une manif, même une manif très tranquille dans une ville qui n'est pas Paris. En fait, on se fait gazer. En fait, on est face à des gens qui exercent de la violence par leur présence, par leur armement, sans parler de toutes les violences symboliques, de toutes les violences géographiques dans l'urbanisme, etc. Donc en fait, on est face à des gens, un système qui est violent et qui n'a pas peur d'utiliser sa violence contre nous. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment est-ce qu'on réagit face à la violence ? Et ça, je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Et je pense aussi que les institutions de légitimité, que sont les partis, devraient au moins oser poser la question. Moi, j'aimerais bien entendre, pour une fois, des politiciens de gauche ou des politiciennes à la question, tu sais, la question est-ce que vous légitimez la violence, etc. Répondre ouais, en fait. Est-ce que vous condamnez la violence ? Non, pas du tout. Ces gens-là ont cassé 3 vitrines, j'en ai rien à faire. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce serait bien que les forces de gauche fassent ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de jouer la respectabilité. Je pense que c'est peine perdue et je pense qu'au contraire il y a une prime à la radicalité et à la cohérence. Et je pense que voilà, mais ça c'est vraiment dans le jeu très institutionnel. Encore une fois, sans le pouvoir sur la production matérielle, en fait, on peut pas gagner en fait. Si on n'est pas capable d'arrêter de faire circuler les avions, d'arrêter les avions de circuler, en fait, on ne peut pas arrêter de faire en sorte que les avions circulent en fait. Et du coup, de la même manière, pour arriver à changer les modes de transport, etc., en fait, il faut décider de le faire, il faut aussi décider de le faire unilatéralement. Je vais prendre pour qu'un usage se constitue, il faut qu'il soit facile. Il faut que ce soit aisé. C'est un des ressorts du capitalisme qui nous prend comme ça en disant je vais acheter, j'en sais rien, je vais acheter de la nourriture à McDo parce que il y a un drive, c'est facile, je suis en bagnole, etc.
Le problème, c'est que OK, comment on fait pour que des pratiques écologiques et communistes soient plus faciles et de les présenter comme plus faciles. Comment est-ce qu'on doit faire pour que les gens prennent les transports en commun et le train? Ça doit être plus facile. Donc ça veut dire abolir les réservations. Donc ça veut dire augmenter la fréquence. Donc ça veut dire etc. Et je pense que là, il y a quelque chose, à mon avis, à travailler et qui, pour le coup, je trouve, n'est pas du tout travaillé. Et ça demande d'être matérialiste, je pense. Et j'ai l'impression, je pense, en tout cas en France, que sur les partis que je connais, il y a quand même assez peu de gens qui sont vraiment matérialistes, quoi. Ça veut dire quoi en ce sens-là, matérialiste? Ça veut dire le fait qu'il y ait plus de trains et qu'on n'ait pas besoin de réserver, je comprends pas. Être matérialiste, ça veut dire que nos comportements sociaux sont déterminés par nos conditions matérielles d'existence. On boit de l'eau dans un verre, etc., parce qu'on a un robinet avec l'eau courante. Et parce que on a choisi, en tant que société, de faire en sorte qu'on ait l'eau courante. Et en fait, je pense que là, il y a des choix qui sont à faire. Mais encore une fois, on pourrait légitimement me reprocher de dire c'est bien facile, etc. Mais en dedans, on n'en parle pas. Mais en fait, c'est évident, tu as raison. On peut faire le choix de se battre pour avoir une eau dans le robinet qui soit saine, ou pousser, comme le fait le capitaliste, à avoir que des bouteilles, de l'eau en bouteille, qui coûtera beaucoup plus cher et que tout le monde ne pourra pas acheter. Mais le truc, encore une fois, c'est qu'on sait que c'est mieux. Et c'est là où c'est extrêmement pervers. Pour prendre la question du transport, c'est immonde en tant qu'un État capitaliste comme la France, passe son temps à diffuser des discours culpabilisateurs auprès de gens qui n'ont pas le choix que d'employer des moyens et d'avoir des comportements négatifs. Et d'avoir des voitures à pétrole. Cette histoire de comment ça s'appelait, je veux dire les ZAD, c'est pas ça, les zones de faible... Les ZFE, les zones à ZFE, faible voilà, émission. les ZFE. Mais c'était horrible. Ce truc-là, de dire, t'as pas les moyens de changer de bagnole, tu ne peux plus entrer dans la ville. Mais en fait, j'ai pas le choix. Et du coup, il y a un vrai problème. Et pour moi, ça part d'un défaut de matérialisme, pour le coup, de se dire, en fait, encore une fois, vous voulez que les gens arrêtent d'utiliser leur bagnole, faites en sorte qu'il y ait des trains. Et point barre, en fait. Mais par contre, ça nécessite de socialiser la SNCF. Et ça nécessite, c'est plein de trucs institutionnels, quoi. Ça veut dire refuser, ça veut dire sortir des accords européens, ça veut dire voire essayer de les changer au niveau de l'Europe, mais ça me paraît compliqué quand même. Ça veut dire de prendre des actions qui sont, choisir, c'est renoncer en fait. Moi, j'aimerais bien politiquement, je suis plutôt jeune encore, que les responsables politiques de gauche prennent un peu leurs responsabilités en disant en fait on va arrêter d'essayer de ménager la chèvre et le chou, en fait on a un camp et le camp c'est celui de l'émancipation, c'est un terme que t'aimes bien, c'est le camp de la vie, c'est le camp des biens communs, machin, c'est le camp du communisme si on veut, etc. Et c'est le camp de la liberté en fait. Et en fait tout ça il faut le choisir ouvertement, on n'a pas le choix en fait, sinon on meurt. Camille Le Boulanger, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es l'auteur de Utopia, E-U-T-O-P-I-A, Utopia. Vous le trouvez chez Argyll, chez J'ai lu et surtout dans une librairie, pas chez Amazon. Tu viens aussi de sortir, j'ai commencé à lire un livre dans un genre tout à fait différent, mais qui est tout à fait délicieux sur les fantômes, ceux qui me hantent, et c'est édité chez Rajo. Et puis tu as écrit plein de livres, regardez, je sais pas où, dans YouTube, on va vous le mettre, enfin les liens, voilà, Camille Le Boulanger. Et écoute, j'étais ravi avec toi, on va sortir du capitalisme, ça va être bien. Salut. Salut, merci. Reporter. Le quotidien d'écologie.